Donc, Gary va nous présenter la partie contre la DDS. Donc, Gary, tu es à Marseille, Hôpital Nord, et vous faites de la DDS, je crois. Hein, oui, exactement. Et tu vas faire la partie contre. Exactement. C'est tout le sel de cette présentation. J'avais bien compris. Hein. Donc, bonjour à tous. Attendez, juste, je finis de m'installer. Alors, voilà, je m'appelle Gary Duclos, donc je travaille en réanimation polyvalente et traumatologique à l'Hôpital Nord de Marseille, et je vais tenter de vous présenter les arguments contre la pratique de la décontamination digestive sélective en réanimation. Avant toute chose, je tiens à remercier le comité scientifique de m'inviter, de me donner l'occasion de vous présenter ce topo, et je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc effectivement, il y a un certain nombre de sujets qui ont déjà été déflorés par mon prédécesseur, mais les recommandations en vigueur françaises suggèrent d'utiliser la décontamination digestive sélective, donc soit l'association d'un topique oral plus d'une suspension nasogastrique ainsi qu'une antibiothérapie, antibioprophylaxie d'une durée inférieure à 5 jours pour diminuer la mortalité. Et effectivement, dans les annexes de cette recommandation, vous allez retrouver les formules de la préparation à passer dans la suspension et ainsi que le gel oral. On remarquera quand même qu'il y a un petit décalage en ce qui concerne la durée d'antibiothérapie dans les annexes. Celle-ci passe du coup d'une durée inférieure à 5 jours à une durée de 48 à 72 heures. Et on va voir que ça va probablement avoir un intérêt de réduire cette durée d'antibioprophylaxie. Les recommandations européennes, quant à elles, sont beaucoup plus réservées sur l'intérêt de la pratique de la décontamination digestive sélective. Elles recommandent éventuellement de mettre en place la décontamination orale, mais seulement pour les unités qui présentent une faible prévalence de BMR. Et ce seuil, contrairement à la recommandation française, est fixé à 5% et non pas 20%. En ce qui concerne la justification, les auteurs, le panel d'experts, dit que les effets sur les résistances bactériennes dans le cadre de la DDS restent encore à évaluer et que le bénéfice associé à l'antibioprophylaxie n'est pas clair. Donc, il recommande de n'utiliser que la décontamination orale et place sur un même niveau d'importance la prévention de la mortalité, de l'acquisition des pneumonies, mais également la prévention de l'acquisition des résistances. Alors, cette inadéquation entre les recommandations va nous permettre de nous poser quelques questions. La première, c'est quelle est réellement l'efficacité de la DDS dans le cadre d'une forte prévalence de BMR en réanimation. Et ensuite, quelle est l'efficacité liée à l'antibioprophylaxie systématique. Et on va essayer de répondre à ces questions. Et ensuite, on va se poser également les conséquences, se poser la question sur les conséquences en termes de résistance induite liée à cette pratique. Donc, je vais commencer par vous présenter une étude qui a été publiée en 2018. Cette étude, elle ne concerne que des réanimations qui ont une prévalence de BMR supérieure à 5%. Donc, on est parfaitement dans les recommandations européennes. C'est une étude qui est multicentrique, européenne, qui va permettre d'inclure pas loin de 9000 patients, 8600 patients, et qui vont être répartis dans plusieurs groupes. Un premier groupe standard qui va incorporer en systématique une décontamination cutanée, chose qui n'est pas forcément faite de manière quotidienne dans nos unités, associée à une hygiène des mains. Ça va être comparé à une procédure, à un groupe qui va recevoir uniquement une décontamination à l'aide de la chlorhexidine, donc un antiseptique oral, topique, initialement à 2%, mais qui va être diminué à 1% de concentration devant des effets secondaires, notamment des irritations orales. Ensuite, vous allez avoir un groupe de décontamination orale qui va associer donc une pâte qui va être donnée aux patients ventilés
pendant au moins 24 heures associant 2 antibiotiques et un antifongique. Et enfin, la DDS qui va, en plus de la décontamination orale, passer la suspension dans la sonde nasogastrique. À noter que dans cette DDS, il n'y avait pas d'antibioprophylaxie intraveineuse qui était administrée. Les résultats sont non significatifs. Le critère de jugement principal, c'était la survenue des infections, des bactériémies à germes multirésistants. Alors, on constate qu'il y a une discrète diminution de cette incidence, mais les résultats ne sont pas significatifs. C'est la même chose sur la mortalité. Une fois les patients ajustés sur les critères de gravité, il n'y a pas non plus de modification. Alors, voilà, je crois qu'en une plaque, finalement, je vous ai dit que la DDS, ça ne servait à rien. Je vais pouvoir rentrer à Marseille et profiter de ma vue mer. Mais il y a quand même des petites choses à dire sur cette étude. D'abord, la première chose, c'est que le nombre de sujets nécessaires n'a pas été atteint. Le nombre de sujets nécessaires a été calculé à plus de 10 000 patients. Ils se sont arrêtés à 8 600 patients pour des difficultés d'inclusion. À savoir que le critère d'inclusion, le nombre de sujets nécessaires, était calculé sur une diminution de la mortalité de 10%. Ils avaient prévu une diminution des bactériémies de 50%. Mais ils partaient du principe qu'ils allaient avoir plus de 5% de bactériémie, ce qui n'était pas le cas dans le groupe contrôle. Ensuite, la deuxième chose, il n'y a pas eu d'utilisation d'antibioprophylaxie systémique dans le groupe DDS. Alors, pareil, ça se justifie, vu que très souvent c'est une céphalosporine qui est utilisée pour l'antibioprophylaxie, considérant la population étudiée avec des BMR, une prévalence de BMR importante, ils considéraient que finalement on allait taper à côté, que c'était inutile d'avoir une antibiothérapie, une antibioprophylaxie administrée alors qu'il ne servait à rien. Cependant, ils ont quand même regardé et il y aurait eu 17 patients qui auraient été traités par l'antibioprophylaxie dans le groupe DDS. Donc, effectivement, a priori, ça ne fonctionne pas dans le cadre d'une prévalence importante au BMR, mais même si c'est une très belle étude, il y a quand même quelques points que l'on peut discuter. Alors maintenant, on va se poser la question finalement de cette antibioprophylaxie, de savoir est-ce que c'est vraiment important de la mettre dans votre DDS. Alors, je vais revenir sur la méta-analyse de 2020. Donc, on va passer rapidement. La DDS, donc l'association de la pâte orale, de la suspension gastrique et de l'antibioprophylaxie, excuse-moi, je vais y arriver, va diminuer la mortalité, alors que la décontamination orale ne la diminue pas. On a donc plutôt un point en faveur de la DDS. En ce qui concerne la survenue des pneumonies, là, il y a égalité balle au centre. À la fois la DDS et à la fois la décontamination orale vont diminuer l'incidence des pneumonies en réanimation. Après, dans cette même méta-analyse, ils vont comparer l'antibioprophylaxie versus la DDS. Et là, par contre, c'est à la fois non significatif sur la mortalité, sur la survenue de la pneumonie. Donc, c'est difficile de savoir, finalement, dans votre protocole de DDS, est-ce que c'est l'antibioprophylaxie ou est-ce que c'est la suspension gastrique qui va faire, finalement, le bénéfice de la stratégie. Alors, pour essayer de répondre à cette question, j'ai cherché dans la littérature une RCT qui comparait un protocole de soins standards versus un protocole de soins standards plus une décontamination orale, plus un groupe sur lequel on rajoutait une antibiothérapie dans la sonde nasogastrique, plus une antibiothérapie intraveineuse afin d'avoir une DDS comme on l'entend dans le sens français du terme, en tout cas, et voir une étude qui permet de comparer le soin standard à l'antibioprophylaxie intraveineuse. En ce qui concerne les 3 premiers points, ils sont présentés dans l'étude du JAMA, que je vous ai présentée en introduction, mais malheureusement, cette étude, elle n'existe pas, et vous avez beau la chercher, vous êtes un petit peu embêté parce qu'il faudrait créer de toutes pièces cette étude, en se basant sur les mêmes critères d'évaluation que l'étude du JAMA, il faudrait environ 15 000 patients à inclure et à répartir dans les différents groupes. Donc c'est quand même un énorme sujet.
Et lorsqu'on parle de soins standards, on va parler de soins standards 2.0, d'accord ? Puisque l'étude, la méta-analyse que je vous ai présentée, eh bien, comme l'a dit mon prédécesseur, eh bien, elle incorpore énormément d'études qui ont plus de 10 ans. Et on peut se douter, sans prendre trop de risques, qu'il y a une modification des pratiques depuis les années 90 à nos jours en ce qui concerne la prévention de la pneumonie. Et effectivement, que ce soit les recommandations américaines, européennes ou françaises, elles incorporent toutes un bouquet de mesures de prévention des pneumonies dans les soins courants en réanimation. Alors, il va y avoir des items qui vont avoir un effet en eux-mêmes, comme notamment les soins de bouche. Et ensuite, il va y avoir un bouquet d'items qui, associés les uns aux autres, vont permettre une diminution de la survenue des pneumonies en réanimation. Donc, on peut se poser vraiment la question de la validité des groupes contrôle des études Princeps. En ce qui concerne ne serait-ce que l'hygiène orale, en 10 ans, il y a plus de 2500 articles qui sont sortis, donc pas moins de 100 études randomisées contrôlées. Donc voilà, c'est très difficile de faire la part des choses si on ne réévalue pas ces études Princeps avec les critères modernes de prévention de la pneumonie. Puis cette histoire d'antibioprophylaxie systématique, est-ce que ce n'est pas un petit peu anachronique? Parce qu'à longueur de journée, on nous dit il faut éviter de faire des antibiotiques pour tout et n'importe quoi. Il y a encore un éditorial qui vient de sortir. Et puis, on nous dit que l'antibioprophylaxie, ça doit être que dans des indications extrêmement précises, cibler des germes et des populations précises, avoir un spectre extrêmement étroit et être fait pendant une durée minimale. Et pendant ce temps-là, les mêmes auteurs nous disent allez-y, faites 5 jours d'antibioprophylaxie pour prévenir la pneumonie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une discordance en termes de pratique sur ce point-là? Donc, il faut savoir que l'antibioprophylaxie, elle n'est pas recommandée en réanimation pour quasiment toutes les indications que sont données par nos amis chirurgiens. Finalement, le seul niveau de preuve à peu près valide, ce sont les poses de systèmes de dérivation ventriculaire externe, ainsi que l'antibioprophylaxie dans le cadre du saignement de l'hémorragie digestive chez le patient cirrhotique. Dans toutes les autres indications, tous les autres cas, il n'y a pas d'indication formelle d'antibioprophylaxie. Et tout ça, ça se justifie. Ce n'est pas juste une vision de l'esprit. Lorsqu'on regarde des séries, des études observationnelles, notamment cette étude qui est sortie en 2020, on regardait qu'est-ce qui se passait chez des patients américains, 104 hôpitaux, plus de 20 000 patients, et on regardait ce qui se passait entre l'association du germe retrouvé en cas de sepsis et l'adéquation de l'antibiothérapie. Alors, sans grande surprise, lorsque l'antibiothérapie probabiliste était inadéquate, que le germe n'était pas couvert, il y avait une surmortalité des patients. Mais ce qui est intéressant également, c'est de constater que chez les patients qui recevaient une antibiothérapie à large spectre, lorsqu'elle n'était pas nécessaire, il y avait également une surmortalité, et c'était associé à plus d'effets secondaires. Le fait que les antibiotiques aient des effets secondaires, ça a été de nouveau confirmé dans une revue parapluie sortie récemment en 2022. Cette revue, elle collige les données de 35 méta-analyses et revues systématiques, et il se trouve qu'il y a 4% d'effets secondaires par jour de prescription d'antibiotiques. Lorsque les auteurs comparaient les antibioprophylaxies de courte durée versus les antibioprophylaxies de durée plus longue, il y avait une augmentation du risque d'effets secondaires chez les patients qui recevaient des antibiotiques alors que ce n'était pas justifié. Donc, effectivement, la marge de l'histoire, c'est plutôt d'aller vers moins de prescriptions systématiques d'antibioprophylaxie, ou en tout cas d'avoir une bonne raison de très bien cibler les indications. Pardon, excusez-moi.
Donc c'est ce qu'on a essayé d'appliquer dans notre unité, où effectivement on utilise la DDS. Donc on a réduit progressivement les durées d'antibioprophylaxie intraveineuse chez les patients admis, ventilés, ou qui étaient ventilés à la réanimation pour une durée prévisible de plus de 48 heures. Donc on a fait une étude avant-après, 2014-2016, où les patients recevaient 3 jours d'antibioprophylaxie. Et puis le protocole a changé, on est passé à 2 jours d'antibioprophylaxie, on a comparé un petit peu ce qui se passait. Eh bien, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de survenue de pneumonie, il n'y a pas de différence en termes de mortalité. Donc on a conclu que c'était plutôt safe de réduire la durée de l'antibioprophylaxie, mais on se retrouve avec un petit peu de pollution, avec une diminution des bactériémies, mais une discrète augmentation des durées de ventilation mécanique, qui était significative. Donc tout ça, ça pose un problème méthodologique, parce que lorsque vous comparez des procédures qui se déroulent sur des temps différents, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri de créer du biais par des modifications de pratique. Voilà. Titre d'information, on est passé à 1 jour antibioprophylaxie, et on verra bien ce que ça donne. Et ce problème méthodologique, il est finalement inhérent aux études qui concernent la DDS. C'est un des chevaux de bataille du docteur Hurley, un Australien, qui déteste vraiment la décontamination digestive sélective et qui a bien présenté les problèmes méthodologiques liés à cette pratique. Effectivement, lorsque vous faites une étude contrôlée dans votre unité, où vous mettez des cas expérimentaux en noir chez qui vous allez administrer de la DDS, vous allez les comparer à des témoins qui sont dans la même unité de réanimation. Sauf qu'il ne faut pas croire que la modification de flore de l'écologie de votre service en termes de colonisation bactérienne ne va pas influencer vos contrôles. Donc les contrôles vont être pollués par la modification de flore des patients testés, et c'est également le cas de tous les patients qui ne sont pas inclus dans l'étude. Et tous ces patients-là, en fait, on les oublie dans les études. Vous allez modifier considérablement votre flore chez les patients qui vont recevoir ces antibiotiques, mais très souvent, on oublie les patients qui ne sont pas inclus dans les études, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, la solution, ça serait de comparer à un groupe contrôle non compétitif, d'accord, NCC, qui va être idéalement dans une autre unité spatiale, où il n'y a pas de risque de transmission croisée, de manuportage, afin de comparer exactement les contrôles et d'avoir une idée précise de l'effet expérimental de votre DDS. Le problème, c'est quand vous utilisez 2 unités différentes, vous présentez de nouveau devant un nouveau risque de biais, qui est de savoir est-ce que les pratiques sont identiques. L'autre possibilité, c'est de prendre la même unité en guise de contrôle, mais dans une temporalité, une période différente, après une période de wash-out. Et c'est globalement ce qui est fait de nos jours dans les études qui s'intéressent au sujet. Mais il faut que ces temporalités ne soient pas trop longues et qu'il n'y ait pas de risque de modification de pratique. Donc il y a vraiment tout un problème méthodologique qui se présente lorsqu'on évalue les effets de la DDS. Maintenant, on va parler un petit peu des impacts sur les résistances. Alors, effectivement, dans la méta-analyse de Danman, en 2013, on a plutôt des résultats qui sont rassurants, avec à la culture plutôt des germes qui sont moins résistants, en tout cas moins fréquemment résistants aux aminosides, à la colistine ou aux céphalosporines. Cependant, là on parle de microbiologie globale. On n'avait pas jusqu'à présent, jusqu'à récemment, d'évaluation concrète en ce qui concerne le microbiote des patients et l'expression des gènes de résistance de ces germes commensaux. Donc, dans une première étude en 2014, Buello avait analysé une dizaine de patients qui recevaient de la DDS dans son unité, à différents points temporels.
en faisant le microbiote et en évaluant l'expression des gènes de résistance dans les prélèvements. Alors, sans surprise, au cours du temps, on constate qu'il y a une modification de la flore digestive. En même temps, c'est un petit peu le but recherché, puisqu'on cherche à diminuer notamment un certain nombre d'entérobactéries pathogènes. Mais on constate également que normalement, c'est censé préserver la flore anaérobie, et on constate que cette flore anaérobie, elle subit quand même les effets secondaires de cette antibiothérapie administrée par voie nasogastrique. Dans l'expression du résistome, en fait, il constatait qu'il y avait une nette augmentation des gènes qui sont codés en rouge là, sur le schéma, qui sont des gènes qui codent pour des résistances antibiotiques. Et les auteurs concluaient qu'il y avait, au cours de l'administration de la DDS, une augmentation par x2, de 100%, de l'expression des gènes de résistance antibiotiques, et notamment les gènes de résistance aux aminosides. Alors, le problème, c'est que ces gènes, ils sont situés sur des plasmides, et que ces plasmides, ce sont des matériels qui sont potentiellement mobiles et qui pourraient aller se déplacer et entraîner du coup des résistances acquises à d'autres bactéries. La même équipe a refait l'étude, mais cette fois-ci en comparant à un groupe contrôle de patients sains. Alors on constatait, mais une fois de plus ce n'est pas vraiment une surprise, qu'il y avait une diminution très nette des patients en unité critique qui recevaient de la DDS en termes de diversité de l'expression du microbiote. Notamment, il y avait vraiment une destruction complète des souches de E. coli, qui représentent, comme vous le savez, la majorité du microbiote intestinal. Alors qu'il y avait une stabilité chez les patients sains au cours de l'année. Plus intéressant, il comparait l'expression des gènes de résistance chez les patients sains versus les patients qui recevaient la DDS au cours du temps. Ils examinaient le delta d'expression. Eh bien, il y avait une augmentation significative de l'expression des gènes codant pour la résistance aux aminosides, aux macrolides, ainsi qu'aux désinfectants, c'est-à-dire la chlorhexidine. Il y avait, à contrario, une diminution de l'expression du gène de résistance pour le chloramphénicol, mais je crois que ça fait longtemps que plus personne ici n'en a prescrit. Donc on voit que potentiellement, il y a quand même une modification du microbiote et du résistome induite par ces antibiotiques. Maintenant, on va se pencher sur cette étude qui est sortie en 2014 et qui est très intéressante parce qu'elle, justement, elle n'oublie pas les patients qui ne sont pas inclus dans les études. Et elle va faire un petit peu le point sur l'acquisition des bactéries résistantes et des gènes de résistance sur la globalité des unités, et pas seulement chez les patients contrôles et les patients expérimentaux de l'étude. Donc, c'était un RCT qui, dans 16 unités de réanimation allemandes, des unités à faible prévalence de BMR, qui recevaient soit la décontamination orale sélective pendant 1 an, soit de la DDS, donc associée à une antibioprophylaxie intraveineuse. Et en fait, chaque unité était son propre contrôle. Au bout de 1 an, il y avait 1 mois de washout, qui permettait de reconstituer l'écologie du service, où les patients ne recevaient rien, et ils passaient dans le groupe contrôle, l'inverse. Les résultats de cette étude étaient, le critère de jugement principal, c'était l'expression des résistances entre les périodes de décontamination orale et de DDS, et ensuite les critères de jugement secondaire, c'était la mortalité, la durée d'hospitalisation en réanimation et la survenue des bactériémies. En ce qui concerne le critère de jugement principal, eh bien, on constatait qu'au cours du temps, il y avait une évolution des profils de résistance des bactéries, avec plus de
d'incidence de bactéries multirésistantes, très résistantes, HRMO, et plus d'expression de résistance aux aminosides au cours du temps. C'était d'autant plus marqué que les patients recevaient la DDS et pas juste la décontamination orale. Donc, mais là, on parle de tous les patients de l'unité, pas seulement ceux qui étaient les patients expérimentaux et les patients témoins. C'est-à-dire qu'il y avait une modification globale de l'expression, même chez les patients qui n'étaient pas concernés par une potentielle prescription de DDS. Lorsqu'il comparait les critères de jugement secondaire, il y avait moins de mortalité chez les patients qui recevaient la DDS et des durées d'hospitalisation qui étaient plus courtes par rapport au groupe de décontamination orale. Je vous rappelle que c'était des unités à faible prévalence de BMR. Enfin, une dernière étude, mais qui a déjà été présentée par le professeur Montravé, une modification des profils de résistance dans une étude multicentrique a été mise en évidence dans ce papier. C'était également des unités allemandes à faible prévalence de BMR. Il y avait une amélioration du pronostic des patients qui recevaient une décontamination orale associée à la suspension gastrique versus ceux qui n'en avaient pas après ajustement par un score de proportion. Cependant, on constatait tout de même qu'il y avait plus d'entérocoque faecium résistant à la vancomycine chez les patients qui recevaient cette décontamination orale. En revanche, il y avait effectivement moins de Klebsiella pneumoniae résistants de type BLSE. Donc, en conclusion, eh bien, malgré tous les efforts qui ont été faits, à l'heure actuelle, il n'est pas prouvé d'efficacité de cette stratégie de décontamination digestive sélective si la prévalence dans votre unité de BMR est importante. Actuellement, on ne sait pas. Les groupes contrôle sont très discutables parce que effectivement les standards de soins ont nettement changé dans toutes les études Princeps. Il faut savoir qu'on comparait la DDS versus un placebo ou alors pas de traitement. Il n'y avait pas vraiment de mesures de prévention systématique comme c'est le cas de nos jours. L'effet reste indéterminé en ce qui concerne le topique, enfin la suspension gastrique qui est administrée ou l'antibioprophylaxie intraveineuse. En tout cas, pour une population de réanimation globale, ce n'est pas forcément le cas chez des patients qui vont être traumatisés crâniens ou en arrêt cardiaque, mais pour le patient de réanimation tout venant, eh bien, pour l'instant, on ne sait pas si vraiment ça a une utilité. Et il faut bien savoir que si vous choisissez d'appliquer un protocole de DDS, eh bien, il y a un bénéfice qui est attendu lié à l'amélioration du pronostic, mais ça va se payer par une modification profonde de l'écologie de votre service, et notamment de l'écologie de tous les patients qui, eux, n'ont rien à voir avec la ventilation mécanique et qui représentent très souvent au moins la moitié de nos patients. Je vous remercie de votre attention. Philippe, je vais te demander d'aller au pupitre pour la discussion sur ce Procon, qui est une vraie problématique, en tout cas une vraie interrogation, une vraie discussion dans l'unité de réanimation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y au micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre. Le micro est loin. Oui, bonjour, Clément Dubois, je travaille en réanimation à Bégin. Merci beaucoup pour les deux exposés qui sont très clairs. Malheureusement, je dirais que ça ne nous permet pas de conclure et ça me laisse face au malaise qu'on partage avec plusieurs collègues, surtout depuis qu'il y a eu ces recommandations, où finalement on a des recommandations de grade 2+, qui nous dit qu'il faut le faire, et puis on va chercher un peu toutes les raisons de ne pas le faire. Et ma question est la suivante, finalement, pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il y a si peu de réanimations qui le font, alors qu'on a quand même des recommandations et qu'on pourrait penser que c'est raisonnable de mettre en œuvre cette décontamination? Je vais prendre l'exemple de chez nous. On a 25% des patients qui sont à un moment ou à un autre colonisés à carbapénémase.
Donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Malheureusement, à l'échelon français, c'est à peu près la constatation qu'on a fait les uns et les autres. Si c'est pas les carbapénémas, c'est les BLSE. Si c'est pas, enfin, c'est essentiellement sur les grammes négatifs que ça se joue. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que tout à l'heure dans la présentation, j'ai insisté sur le fait que les recommandations, elles étaient basées sur la méthode GRADE, autrement dit sur les preuves disponibles. Et toute la question sur ces recommandations françaises, c'est est-ce qu'elles sont applicables en France, alors que j'ai insisté tout du long pour vous dire que l'essentiel des publications était à 1500 km plus au nord, quoi. Et à la limite, je dirais que c'est un peu le bout du bout de ce qu'on peut faire avec la méthode GRADE, c'est-à-dire que oui, c'est basé sur les preuves, mais ça n'a pas un sens et une pertinence complète, quoi. D'autres interventions? Oui, je pense que ça va essentiellement dépendre de la population de patients que vous avez l'habitude de traiter. Donc effectivement, ce sont plutôt des patients médicaux chroniques extrêmement lourds, comme on peut retrouver dans l'unité de monsieur. Ça a du sens de ne pas faire en tout cas une partie de cette décontamination. Après, voilà, quand ce sont des patients chirurgicaux, du post-op ou des patients traumatisés, ce sont des patients qui a priori ne sont pas forcément colonisés, en tout cas qui sont considérés comme communautaires. Et là, il y a du sens à appliquer probablement la DDS dans son ensemble. Après, la décontamination orale a quand même démontré qu'il y avait une diminution du portage des BLSE dans les écoulants rectaux. Donc, probablement qu'il y a peut-être un intérêt, mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas démontré. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que vous êtes, parce que moi, la question de tout sur l'antibiothérapie IV, est-ce que vous êtes dans la prophylaxie ou est-ce que vous êtes dans le traitement? Je vous rappelle qu'il y a plein de recommandations maintenant où c'est traitement 2 jours, traitement 3 jours d'antibiotiques. Vous êtes dans le traitement. Quand on traite 2 jours par encéphalosporine par voie intraveineuse, je suis désolé, c'est pas de l'antibioprophylaxie. On est dans le traitement de quelque chose qu'on ne sait pas. On est dans le traitement d'une micro-inhalation, on est dans le traitement de... On traite, en fait, avec les antibiotiques pendant 3 jours. On n'est pas dans la prophylaxie, puisqu'on n'a pas fait de prélèvement, mais on traite quelque chose. Alors, tout dépend, une fois de plus, de votre pratique. Je pense qu'effectivement, il y a un intérêt à réduire cette durée d'antiprophylaxie. Donc, probablement qu'un jour, ça suffit. Et en vrai, je pense, enfin, c'est ma conviction, d'accord, qu'on va aller de plus en plus vers une monodose, comme on ferait finalement pour un patient chirurgical. Après, il faut voir ce que font les gens en vrai. C'est-à-dire que si chaque patient que vous admettez, parce qu'il a été comateux en préhospitalier, vous traitez une pneumonie à J0 et que vous mettez 5 ou 7 jours d'augmentin, finalement, vous faites la même chose. Donc, est-ce qu'il faut... Après, c'est des choses qu'on constate. Là, il faut voir ce que font les gens en pratique. Donc, il faut probablement accepter de sacrifier 1 journée, 2 journées de consommation d'antibiotiques. C'est associé quand même au global à une diminution de la prescription d'antibiotiques, plutôt que de partir directement sur des patients qui sont surtraités et finalement ce n'est que de l'anxiolyse pour le docteur. Le patient est intubé en préhospitalier, il a probablement une suspicion d'inhalation. La fameuse. On n'a pas de documentation microbiologique et le patient va se prendre 5 jours d'augmentin ou d'une céphazoline. Pareil pour le patient traumatisé. Actuellement, on travaille sur le traumatisme thoracique. On a des patients sur la traumabase qui se retrouvent avec des pneumonies à J0. Bien, je suis désolé, le patient ne peut pas avoir une pneumonie à J0 le jour de son entrée. Donc, ces centres disent qu'ils ne font pas d'antiboprophylaxie. Cependant, ils traitent des pneumonies à J0. Donc voilà, il faut voir ce que font les gens en pratique. Et finalement, est-ce que ça ne vaut pas le coup de sacrifier 1 journée d'antiboprophylaxie versus faire des traitements complets, un petit peu au bonheur à la chance, sans réelle documentation microbiologique? Est-ce que tu penses qu'en faisant de l'antibiothérapie par ces 3G chez ces patients-là, est-ce qu'au final, ça a été démontré que finalement, on consommait moins d'antibiotiques patient par patient ou pas? Parce que ce que tu as l'air de dire, c'est de dire que finalement une antibiothérapie courte permet d'économiser sur l'antibiothérapie future.
Si le patient fait une pneumonie plus tard, c'est ça? Il y a plusieurs papiers qui montrent qu'il y a effectivement une diminution globale de la consommation d'antibiotiques. Ce sont des unités à faible prévalence de BMR. D'accord. En fait, moi, d'abord, bravo pour vos topos. Et bon, moi aussi, j'étais interne et j'ai connu la DDS à l'époque de Stoutenbeck et Vansen, etc. Et à l'époque, ils proposaient 5 jours de céfotaxime. Et ce qui m'avait marqué, c'était le fait qu'effectivement, le papier de Gastine qu'a cité Philippe, et puis d'autres papiers. Moi, j'étais dans un service, le service de Philippe Gossorg qui a été cité là, et on avait vu qu'il y avait des taux sanguins importants de tobramycine, de vancomycine, parce que c'était un service où ils en faisaient. Et ma question, c'est, sur le plan méthodologique, comment on peut s'en sortir pour dire qu'on diminue les pneumonies alors que on trouve des taux dans les sécrétions trachéales, on trouve des taux sanguins. Donc est-ce qu'on se retrouve pas avec, à la fois on fait une antibiothérapie préventive avec une C3G, à la fin on se retrouve avec des patients qui peuvent avoir des médianes de tobramycine à 0,3 mg par litre. Est-ce qu'on ne fait pas finalement une antibiothérapie préventive, puis après une antibiothérapie à minima, qui fait qu'on a... Est-ce qu'on peut vraiment est-ce que les prélèvements sont pertinents, puisqu'ils sont réalisés sous antibiotiques, dans ces conditions-là? Gastine disait, on ne peut pas se servir des techniques habituelles de diagnostic de pneumonie, dans la mesure où on retrouve des taux important dans les sécrétions trachéales. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes méthodologiques insolubles, puisque finalement, on fait une antibiothérapie finalement préventive, quoi, enfin, ou à minima avec ce qui passe dans les sécrétions trachéales et dans le tube digestif, et à partir du tube digestif. Non, c'est sûr qu'il y a un problème méthodologique de ce point de vue-là. Après, il faut bien comprendre que le but, c'est de faire une décontamination digestive, là où il y a une concentration extrêmement importante de bactéries. Et si les CMI ne sont pas importantes, vous allez probablement avoir un risque de résistance, de développement de résistance encore plus important au niveau digestif. Et finalement, on aurait l'inverse de ce qu'on cherche à obtenir. Donc je pense qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir ce minime passage intraveineux. Hein. Ça représente environ 0,4% de la dose qui est administrée sur ce qui a été démontré en moyenne. Hein. Évidemment, il y a toujours le cas particulier. Donc oui, c'est sûr que ça complexifie énormément le diagnostic. Après, je vous assure qu'on a aussi des pneumonies comme tout le monde. Et puis il y a un paradoxe avec le fait qu'il y a une augmentation des gènes de résistance. Enfin, je pense qu'il va être intéressant, c'est sur les travaux sur le microbiome, parce qu'il y a des tas de bactéries qui sont retrouvées dans le microbiome intestinal ou pulmonaire. Et il y a un paradoxe avec le fait qu'il y a des résistances qui diminuent. On s'est posé avec Hervé, on a dit tiens, c'est bizarre, les résistances à la polymyxine diminuent alors qu'on donne de la polymyxine. Mais en fait, quelquefois, il y a une augmentation des gènes de résistance alors que finalement la résistance diminue. Comment on explique ces paradoxes? Moi, je pense que c'est dans le biais majeur des méta-analyses, c'est tout, il ne faut pas aller plus loin. C'est un biais méthodologique majeur de ces analyses poolées d'études qui évaluent pas la même chose. Je pense qu'on ne peut pas en faire grand-chose. De toute façon, quand on met un antibiotique, la nature est faite que par définition, de toute façon, il va y avoir des mécanismes de résistance qui vont se mettre en place. C'est inéluctable. C'est totalement impensable de penser qu'en mettant un antibiotique, on va avoir une diminution de la résistance à cet antibiotique. C'est totalement antinomique par rapport à ce qui se passe dans la nature. Totalement. Je souscris à ton propos. C'est d'ailleurs pour ça que, de manière totalement malhonnête, et même si j'étais pour, je vous ai montré les taux d'hétérogénéité qui rendent la plupart des méta-analyses totalement ininterprétables. Donc, ce qui fait que, théoriquement, quand on a 0%, on est content, ça veut dire que c'est des études qui sont propres. Après, après, ça va diverger de manière telle que c'est bien de mettre un chiffre, mais ça n'a aucun sens. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, justement, pour essayer d'avancer, est-ce qu'il ne faut pas essayer de retourner sur des populations de patients particulières pour, justement, voir dans ces populations-là, qui sont à faible risque d'émergence de BMR, ces populations-là, est-ce que ce n'est pas chez ces populations-là qu'il faudrait vraiment évaluer si ça a un impact ou pas? Et la deuxième chose, c'est quelle est la liaison entre VAP et mortalité? Faible. Oui, faible, voire nulle, quand on regarde la biblio. Et pourquoi, quand on diminue les VAP, dans ces études-là, on diminue la mortalité? Moi, j'ai un peu de mal à comprendre le lien entre les deux. Alors que dans beaucoup d'études sur les VAP, en fait, l'impact sur la mortalité est quasiment inexistant. Donc il y a quand même plein de questions qui sont soulevées par ça.
Arnaud. Alors, merci pour les topos. Je pense que si on fait de la prophylaxie, il faut faire comme on fait au bloc opératoire. Il faut savoir pour qui, pourquoi, avec quelle molécule. Au bloc opératoire, on met pas de la céphazoline pour une chirurgie colique. Et donc, il faut savoir la molécule qu'on veut utiliser pour quoi faire dans des populations à risque. Donc, on sait qu'il y a des populations qui sont plus à risque. Et je reprends ce que disait Hervé Dupont. Je pense qu'il y a un problème de screening. En fait, on est toujours dans le désir de mettre en place des mesures générales, cosmiques pour l'ensemble des patients, en espérant que ça va améliorer le pronostic finalement d'un petit nombre de ces patients. Donc l'effet bénéfique, vous ne le voyez pas apparaître parce que vous le faites sur des patients qui, à coup sûr, n'en bénéficient pas. Et effectivement, le deuxième point, c'est quel est l'objectif ? Est-ce que vous avez peur vous voulez prévenir une PAVM ? Il y a quand même une surmortalité associée au PAVM, qui est de l'ordre de 10%. Donc il existe une surmortalité associée au PAVM. La question, c'est est-ce que vous voulez éviter une PAVM pour éviter d'avoir une intubation prolongée, ou est-ce que vous voulez diminuer la mortalité de vos patients, ce qui va être très difficile à montrer. Donc effectivement, il y a une problématique de screening, de savoir quels sont les patients qui en bénéficient le plus. Donc comme vous l'avez dit, les arrêts cardiaques, les traumatisés crâniens, à coup sûr, sont des populations privilégiées. Moi, la moitié de mes patients, c'est des patients d'hématologie qui arrivent déjà sous vancomycine, enfin linésolide, fluoroquinolone et pénem, et c'est foutu d'avance. Donc il y a une problématique de ciblage. On est censé maintenant faire de la médecine sur mesure, et pour faire de la médecine sur mesure, il faut décider de prendre les bonnes mesures. Voilà. Je ne fais que partager mon avis. Alors, autre élément. Moi, j'ai demandé à mes pharmaciens de me faire de la pâte pour mettre dans la sonde gastrique. Ils m'ont dit, dites-moi ce que vous voulez qu'on mette dedans. Et en fait, au niveau de la fabrication, si on veut rentrer dans les normes ISO, bidule, truc, comme le font les pharmaciens à l'heure actuelle, ils me disent que nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne pouvons pas vous assurer la stabilité des produits qu'on met ensemble. Nous ne pouvons pas vous assurer plein de choses de stabilité pharmaceutique. Et donc, il est hors de question qu'on vous fabrique ce genre de choses. Comment qu'on fait ? Contactez la Marseille, la PHM. Et on vous enverra des solutions. Non, après, j'imagine qu'ils ont évidemment leurs problématiques. Ils ont appelé la pharmacie de Marseille. Voilà. Je vois pas pourquoi nous on arrive à le faire et pas. Ils m'ont dit que normalement ils n'ont pas le droit de faire ça. Ah. D'après en tout cas la réglementation pharmaceutique de fabrication du médicament, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça les bébés. Là, non, mais on est dans le pratico-pratique là. Non, mais là, on touche premièrement à une spécialité qui n'est pas la nôtre, qui est la pharmacie, dans lequel il y a un corpus réglementaire qui est extrêmement constrictif, qui fait qu'ils ont un raisonnement qui peut être par moments un peu frileux. Ça, c'est clair. Je pense pas à ça. Quand j'étais interne, un beau jour, on a demandé de faire une perfusion d'acide chlorhydrique. Ils m'ont répondu non, c'est pas possible, c'est pas stérile. Je connais rien qui pousse dans l'acide chlorhydrique, mais peu importe. Mais bon, ils ont une façon de réfléchir qui est telle qu'ils ne prendront jamais aucun risque. Donc, c'est étonnant qu'il y ait une telle différence entre Amiens et Marseille. J'ai cru comprendre qu'il y avait maintenant quelques sociétés qui étaient capables de pourvoir à ce type de mise en place de décontamination et que il y avait encore une fois des industriels qui étaient capables de répondre à ça. Donc je suis un peu étonné que... Peut-être des industriels, mais en tout cas en fabrication locale, il m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que vous vous approvisionniez où ? Directement à la pharmacie centrale. Oui, mais la PCH... C'est une préparation magistrale qui est faite de manière hebdomadaire, mise au frigo et qui est délivrée à la demande. Ouais. Ils ont peut-être leur propre approvisionnement que... Et Gary, dans votre service, est-ce que vous vérifiez les taux sanguins et comment vous surveillez l'écologie de vos patients ? Alors, les taux sanguins ne sont pas monitorés, sauf pour une antibiothérapie, le traitement, bien sûr, mais pas dans le cas de la DDS. Et ensuite, il y a un écovinage qui est fait à l'entrée du patient et tous les mardis. Oui. Rectal.
rectal, oui, bien sûr. Il n'y a pas de modification. Ça a été, Et vous cherchez quoi comme résistance et sur quel germe? Alors, c'est généralement, ils nous rendent tout ce qui est BLSE, carbapenémase, expression enfin, de céphalosporinase. Il vous font céphalosporinase dans les selles? Oui. Bon, parfois, ils nous les rendent, on n'en fait rien, mais on est informé. Et vous faites la même surveillance chez les gens qui reçoivent une DDS ou Oui, pas? c'est systématique chez tous les patients. Tout à fait. Et quel est le pourcentage de patients qui ont une DDS chez vous? C'est tous les patients intubés. Tous les patients ventilés, sauf exception quand ils sont déjà sous antibiothérapie. Et vous avez combien de patients ventilés? Moins de 50%? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais entre 35 et 40% de patients ventilés. Oui, parce qu'il y a beaucoup moins de patients ventilés qu'il y a 20 ans. Hein. Oui, les pratiques ont énormément changé avec le petit flot notamment. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce que ça vous a donné envie de faire de la DDS, ceux qui n'en faisaient pas? J'ai vu Marc Léon présenter les recommandations de la SFAR SRLF à la SRLF. La salle était bondée. Et puis donc il présente dans toutes les mesures alors on a recommandé de faire la DDS dans telle indication, etc. Puis il demande aux gens qui fait de la DDS. Et il y a 3 personnes qui ont levé la main, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe où Philippe a montré l'étude de Rocky qui nous dit que c'est la seule technique pour baisser la mortalité des pneumonies en réanimation. Et à la fois, est-ce qu'on a une idée de combien de services sur les 300, je ne sais plus combien de services il y a en France, qui fait la DDS? C'est quel pourcentage de services qui fait de la décontamination en France? Est-ce que c'est moins de 10%? Est-ce que c'est très faible? À mon avis, c'est très faible. Dans la salle, qui fait de la DDS en pratique quotidienne? Alors, je peux vous donner les données de Réa Réseau. Sur 80 unités qu'on suit, on a fait un questionnaire et il y en a 5 qui ont dit qu'ils en faisaient. Donc on a appelé les 5 centres et finalement il n'y avait que l'équipe de Marc Léon. Donc c'est moins de 10%, on est même moins que 10%. C'est de l'ordre de rien du tout. En fait, certains ont prétendu faire de la DDS, mais ne le faisaient que sur des équipes très restreintes. Allez-y. Il est là-bas le micro, allez-y. Moi, je viens de Cotonou pour le congrès et je voudrais demander d'où est venue l'inspiration pour ce sujet. Quelle est la motivation pour ce sujet? La motivation d'utiliser la DDS? C'est une question... moi, je suis anesthésiste réanimateur dans la pratique depuis environ 23-24 ans, quoi. Et je faisais bien la DDS au début de ma carrière. Mais j'ai oublié. Le rationnel, comme vous avez expliqué, Monsieur Montravet, c'est que le patient en fait va se contaminer avec sa propre flore. Oui. Donc le but, c'est d'essayer d'éliminer un maximum de pathogènes à l'aide de cette décontamination digestive sélective, parce que le pool de bactéries le plus important se trouve au niveau entéral. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie, allez-y. Je rajouterais peut-être juste un point, c'est que tous ces concepts de décontamination, mais on a vu exactement la même chose avec l'antibiothérapie dite préventive dans les pancréatites. Tout ça est survenu dans les années 70, quand à l'époque on avait l'impression qu'on allait tout résoudre avec un traitement. Si on balayait tout ce qui a eu lieu jusqu'à une période récente, les esprits sont plus tournés actuellement vers le respect de l'écologie et de l'écosystème. Il est très probable que ces techniques n'apparaîtraient jamais et ne donneraient pas l'occasion d'échanger avec vous avec plaisir. Mais je veux dire par là que le mental a changé et que très probablement on va avoir du mal, sauf à faire des interventions extrêmement ciblées
peut-être avec des anticorps monoclonaux, peut-être avec des modifications du microbiote. On est dans la science-fiction là. Mais en tout cas, avec le matériel dont on dispose là actuellement, je sais pas, je vous écoutais discuter là tout à l'heure, peut-être que les arrêts cardiaques seraient peut-être intéressants, peut-être que les polytraumatisés, puisque c'est comme ça que vous avez démarré à Marseille, si je me rappelle bien, voilà, les traumatisés crâniens, c'est intéressant. Le reste, ça dépend éminemment du case mix, et peut-être qu'il y a un certain nombre de patients qui peuvent en bénéficier, d'autres pas. Et moi, je souscris parfaitement au fait de dire que quand on donne un antibiotique, enfin quand on donne une décontamination, les dommages collatéraux, c'est sur toute l'unité. Donc, il faut être probablement extrêmement attentif. Dernière question. Oui, juste de Arnaud Faucrier de Beaujon. Je voulais juste dire que j'avais essayé aussi de mettre en place la DDS à Beaujon et j'avais été heurté au même problème que de rencontrer à Amiens. Donc, en fait, un frein au niveau de la pharmacie, qui disait qu'il n'était pas question de préparer une préparation magistrale dont il ne pouvait pas s'assurer de la composition des produits. Donc après, on aurait pu faire sans, en faisant que de l'administration par voie nasogastrique, mais en tout cas, ça a été un frein dans l'élan. Ça, c'était la première chose. Donc, il n'y a pas que à Amiens qu'on a ces problèmes. Et j'avais une autre question pour Gary Duclos. C'est, comme finalement, vous êtes les seuls à faire la DDS en France, mais je trouve ça bien, c'est intéressant. Est-ce que vous n'avez pas songé maintenant à essayer de faire une étude avant-après, en essayant pendant une période, par exemple, d'arrêter la DDS et de voir ce que donnerait de nouveau l'incidence des PAVM, l'incidence des infections nosocomiales? Franchement, je pense que ça concerne la population de notre réanimation. Hein, d'accord, donc énormément de traumatisés crâniens et de patients neurochirurgicaux. Je pense que ça serait faire prendre un risque aux patients, hein, puisque les premières études, elles datent de 2008. Je ne sais pas si ça... Là, on est plutôt sur une idée d'essayer de proposer un RCT au centre de traumatologie dans le cadre du traumatisme crânien, faire une étude en cluster en introduisant une DDS, plutôt que de revenir en arrière dans l'autre centre. Non, mais c'est une bonne idée, mais vous allez avoir du mal à convaincre les pharmacies des autres hôpitaux. Il va falloir... Alors, ce qui est étrange, c'est qu'ils ne peuvent pas s'assurer de la composition d'un produit qu'ils préparent eux-mêmes. Donc, c'est des problèmes réglementaires. Ouais. Effectivement, ça paraît... il doit y avoir des... Oui, bonjour, je me présente Antoine Blachier, je suis le directeur marketing et commercial de Centre Lab et j'ai une bonne nouvelle, nous fabriquons le gel et la solution DDS. Donc on a un stand, vous sortez à droite et... Et il y a quoi dans vos gélules? Alors c'est Amphobé, ensuite Colistine et Janta. Okay. Voilà. Donc on l'a en gélule et on l'a en gel. Pas en gélule, pardon, en suspension buvable et en gel. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour cette information. Merci d'être là, merci beaucoup. Oui, voilà, toutes les études nécessaires pour qu'on puisse l'utiliser. Bah écoutez, je vous remercie, merci à nos orateurs, merci à vous d'être restés au bout. Session très intéressante, beaucoup de discussions. Merci à vous, bonne fin de congrès. Merci.